Des œufs frais! Des œufs frais! Qui veut des œufs frais? Eh bien, bonjour! En cette journée d'Halloween, j'ai décidé de rendre un petit hommage à mon cher milieu rural. Donc, un petit coup de chapeau à tous ces agriculteurs et agricultrices qui, en ce moment, se dépêchent d'engranger les récoltes afin que nous autres, ici, là, simples citoyens, soyons en mesure de manger malgré les changements climatiques. Alors voilà, c'était le petit coup de pouce déguisement d'Halloween thématique. Alors, j'ouvre ce vlog cette semaine-ci en vous présentant tout d'abord ma nouvelle lecture audio. Je vous en avais glissé un mot sans vous divulguer quel était le fameux livre que je lisais cette semaine. Et écoutez, c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur. J'aborde cette semaine le dernier Fred Vargas qui me restait à lire, donc Temps glaciaire de Fred Vargas. Et puis, c'est un livre que jusqu'à maintenant, j'aime bien, mais on dirait que je suis pressée de l'écouter en même temps. Je veux pas que ça finisse parce qu'après, je sais que de mon côté, j'aurai plus d'enquête de l'inspecteur Adamsberg à découvrir. Alors, je suis comme en mode déjà nostalgique avant même d'avoir fini. Alors voilà, donc Temps glaciaire, c'est une enquête dans laquelle on semble aborder une vague de suicides qui finalement peut-être n'en seront pas, de personnes qui semblent reliées à une enseignante de mathématiques qui aurait peut-être essayé de se libérer d'un lourd secret avant de quitter ce monde. Et évidemment, nous allons voir que tout semble interrelié. C'est un cas qui n'est pas dans la juridiction d'Adamsberg et comme d'habitude, il réussit à être impliqué et à s'impliquer. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Jusqu'à maintenant, la plume est toujours aussi savoureuse à la Fred Vargas. J'en suis à peu près au 5e. Puis bon, j'essaie de pas trop le faire partir rapidement. Je crois que je l'ai quand même en version papier à la maison. Je vais voir, mais j'aime tellement le narrateur de cette version audio-là, parce que je l'écoute en audio. Là, je vais vous mettre aussi la version audio. C'est chez Audiolib, je crois. On dirait que j'ai comme envie de me le faire raconter, surtout que c'est le dernier. Là, donc voilà. Alors voici pour l'ouverture de ce vlog. Et puis, ben, cette semaine, j'ai pas de plan en particulier. Je vais être très occupée au boulot, donc je vais voir qu'est-ce que j'ai comme disponibilité mentale pour lire. J'ai quand même beaucoup de graphiques à la maison. J'ai des petites plaquettes aussi, donc je vais voir ce que je vais faire. Mais chose certaine, je vous reviens dès que possible pour qu'on puisse discuter livres. Alors sur ce, bonne journée! Et bien le bonjour en ce jeudi matin très ensoleillé, comme vous pouvez voir. Alors, on va y aller en ombre et lumière pour ce matin. Alors, je vais faire un petit coucou parce que je ne vous ai pas parlé depuis le début de la semaine, donc depuis mon ouverture en mode incognito, déguisement d'agricultrice. Et puis, ben, en fait, c'est que j'ai avancé dans une seule lecture, donc, comme à mon habitude maintenant, le livre audio Temps glaciaire de Fred Vargas. Comme je vous disais, j'essaie de ne pas trop le bousculer parce que c'est le dernier que je vais pouvoir découvrir de cette autrice-là dans les enquêtes de l'inspecteur Adamsberg. Et j'essaie de le savourer au mieux. Jusqu'à maintenant, ça se complexifie comme annoncé. Donc, oui, la prémisse dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, elle est là. Mais également, ça serpente et ça touche même à la Révolution française, Robespierre. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est tricoté avec quoi. Et ça va de révélation en révélation. Et comme à son habitude, Fred Vargas va entraîner le lecteur à la suite d'Adamsberg de ses errances. À chaque fois qu'on pense que ça va se conclure, finalement, ça ne se conclut pas et il y a un petit tournant dans la route. Donc, jusqu'à maintenant, j'adore, j'ai aucun bémol. Je sais pas trop, c'est vraiment exquis jusqu'à maintenant. Donc, je vous en reparlerai seulement quand je l'aurai terminé. Mais j'ai pas entamé d'autres lectures cette semaine. C'est comme on dirait que j'avais un peu pressenti peut-être lundi, mais ma disponibilité mentale est moins là. Je vais peut-être quand même essayer. Ça se peut que je fasse un petit blitz comme je fais souvent maintenant à la fin de la semaine, fin de semaine, donc de petites plaquettes et de graphiques. Mais pour le moment, j'ai pas rien d'autre d'entamé, donc je vais vous revenir à ce sujet-là. J'ai quand même eu des réservations qui m'ont été annoncées pour une de mes bibliothèques à laquelle je suis abonnée. Donc, je vais d'aller chercher ça peut-être plus
cette fin de semaine, mais de toute façon, j'ai plein de choses que je peux lire à la maison. Donc, je vais sans doute me trouver une petite lecture à me mettre sous la dent. Alors voilà, je voulais juste pas que vous vous inquiétiez. Il y a des semaines comme ça où c'est ça le rythme. Vous allez voir, peut-être que ce vlog-ci va être un peu plus court. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la vie. Je me suis imprégnée complètement de temps glaciaire et je préfère rester dans cet univers-là complètement plutôt que de me diviser entre divers univers temporairement. Donc, on verra bien pour la suite. Alors écoutez, je vous dis à tout de suite. Le train de 16h50 et le jeu de glace. Le train de 16h50 mais beaucoup. Ah voilà. Would you like Agatha Christie? Cool hein. Et vous les retrouvez tous chez News. Alors je ne crois pas qu'il y en a, je ne sais pas si l'abonnement est encore disponible. Néanmoins vous pouvez l'acheter à la limite si vous trouvez un design joli. Bonjour, alors bien écoutons, je vous fais un petit coucou de l'extérieur, tout près de notre beau Richelieu, pour vous parler un peu des lectures que j'ai faites. En fait, je suis encore dans ma lecture en cours de Temps glaciaire en lecture audio que je savoure tout doucement. Mais, comme vous avez pu constater, j'ai enfin commencé le fameux Une femme en contre-jour de Gaël Josse. Et jusqu'à maintenant, ça me plaît vraiment bien. C'est un roman biographique comme j'en ai jamais vraiment vu. En fait, on commence par la fin. Donc, on commence par la fin de la vie de Viviane Meyer, cette photographe un peu mystérieuse. Et en fait, ensuite, on va retourner à ses origines et même au-delà de ses origines. Là, je suis en près à la page 50 sur 150, donc j'ai environ le tiers là, de lu. Puis jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. En plus, la plume de Gaëja, c'est assez spectaculaire dans le sens où elle a un style vraiment particulier. Ça donne l'impression que c'est haletant, mais pas dans le sens de l'action ou des péripéties, mais c'est comme si elle peignait par petites touches. Là. Elle force un peu le lecteur à imaginer au fur et à mesure, je sais pas, les environnements, les personnages, l'ambiance. C'est comme si on décodait une image, en fait, au fur et à mesure que ça nous était raconté. C'est assez singulier parce qu'en fait, on raconte quand même la vie, en fait, romancée, là, de Viviane Meyer, cette photographe oubliée qui a été découverte de façon posthume. Et c'est quand même un roman biographique, donc il n'y a pas d'illustration ou de photos là, dans cet ouvrage-là. Donc, c'est comme si l'autrice parvenait à nous faire voir les photos qui ne sont pas dans le roman. Donc, c'est l'impression que ça me donne jusqu'à maintenant. Donc, ça me plaît bien. Alors, j'ai bien hâte de le poursuivre. Ce serait bien cocasse que ça soit finalement un coup de cœur puis que j'ai attendu tout ce temps-là pour le découvrir. Alors, on verra bien. Sinon, je vais vous revenir. Là, on arrive à la fin de semaine. Ça me fait bien plaisir parce que je vais pouvoir peut-être accélérer un peu le rythme de lecture. J'ai beaucoup de graphiques qui seraient dus pour être lus. Donc, je vais peut-être essayer de me faire un petit blitz de graphiques en fin de semaine pour faire du rattrapage puis que ce soit léger aussi quand même. Alors, de toute façon, je vous reviens avec ça. C'est promis. Alors, à plus tard.
Eh bien, le bonjour en ce samedi fort ensoleillé et presque estival. C'est réjouissant, mais à la fois un peu inquiétant parce qu'évidemment, c'est sans doute le signe que quelque chose est détraqué et l'humain n'y est pas étranger. Donc, voilà pour l'éditorial. Je vous reviens parce que, oui, j'ai terminé, comme vous avez pu voir dans les petites séquences précédentes, j'ai terminé hier soir à la lueur de ma loupiote pour ne pas éveiller mon chéri. Le fameux, oui, Une femme en contre-jour de Gaël Josse, qui se trouve à être un roman biographique abordant la vie mystérieuse de Viviane Meyer, cette photographe new-yorkaise d'origine française et dont on a seulement connu l'œuvre après sa mort. Donc, je vous en avais un peu parlé. Ça s'est terminé comme je l'avais entamé, c'est-à-dire que j'ai vraiment adoré la plume de Gaël Josse. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'au fil du roman, on voit vraiment qu'elle a fait des recherches. Bon, et c'est quand même beaucoup basé sur le documentaire de Netflix, je crois, qui a été fait par John Maloof et Charlie Siskel. John Maloof, c'est celui qui a trouvé par hasard, en fait, l'œuvre de Viviane Meyer, les photographies de Viviane Meyer après sa mort dans des boîtes qu'elle avait achetées dans un vide-grenier. Donc, le documentaire, ça s'appelle en anglais Finding Viviane Meyer. Puis en français, je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est à la recherche de Viviane Meyer. C'est un peu drôle. Donc, il y a eu quand même beaucoup de cette influence-là, mais c'est également basé sur beaucoup de données généalogiques qui ont été, à laquelle elle a eu accès. Puis dans le fond, ce qu'elle fait, c'est que tout au long du livre, elle va supposer un enchaînement des choses, donc en se basant sur des faits qui visiblement sont historiques. Après ça, elle va comme supposer des intentions de Viviane Meyer parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de témoignages. Puis ce personnage-là, c'est un personnage qui est assez mystérieux dans le sens où elle a eu une vie, en tout cas une enfance complètement avec beaucoup de fêlures, disons, qui semblent l'avoir influencée. Elle a comme pas eu de famille très rapidement, puis on dirait que toute sa vie, il y a eu comme cette espèce de quête-là, mais en même temps, elle était décrite à la fois comme étant un être chaleureux et humoristique, et parfois un être sombre, voire pas cruel, mais bon, vraiment, c'était deux choses qui avaient l'air de se côtoyer en elle. Donc, elle a beaucoup exploité cette piste-là dans le sens où, encore une fois, ce qu'on va faire là, pour rappel, c'est que dans ce roman biographique-là, on commence par la fin. Donc, on commence par la mort de Viviane Meyer, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, dans le fond, qui a plus de données un peu dessus. Puis ensuite, on va repartir aux origines, donc la naissance de Viviane Meyer, puis ensuite, bon, c'est les origines même de sa mère, sa grand-mère, parce qu'il semblerait qu'il y ait comme une espèce de constante dans la famille d'abandon, puis de famille brisée, puis d'identité trouble. Et après ça, on va suivre, dans le fond, la vie de Viviane Meyer par saut, dans le fond, par grand saut, par grand bout. Puis ça va toujours être narré un peu comme si on y était, avec la même plume dont je vous parlais, qui est comme qui décrit un peu comme pour nous forcer à voir les images, en fait, qui sont absentes du roman biographique, mais qui pourtant ponctuent la vie de Viviane Meyer. Puis on va évoluer comme ça à travers la vie de Viviane Meyer, puis c'est de supposition en supposition. Donc, ce que je trouve intéressant, je pense qu'il y a eu des reproches qui ont été faits en disant que ça amenait pas beaucoup plus que la recherche qui avait été faite pour le fameux documentaire là, Finding Viviane Meyer de John Maloof. Puis je pense pas que c'est l'intention de l'auteur. Je crois qu'elle est partie de données. Puis après ça, elle a comme essayé juste de voir si elle était capable, en faisant des liens, de supposer peut-être quelles étaient les intentions. Donc, c'est clair là-dedans, quand l'autrice le dit, elle impose pas ça comme étant la vérité. C'est quasiment comme une réflexion biographique, je dirais. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de données, ça me fait un peu penser à Jane Austen, sur lequel on n'avait pas beaucoup non plus on n'a pas beaucoup de faits tangibles. Ça va souvent être des correspondances, des suppositions. Pour Viviane Meyer, on n'a même pas de correspondance. Donc, c'est vraiment de supposition en supposition. Puis je trouve ça super intéressant. C'est aussi un tour de force parce que c'est une petite plaquette. Ça fait 150 pages. Il y a également à la fin un petit mot de l'autrice avant de refermer ce livre qui dure 5 pages puis qui est vraiment intéressant. Justement, là-dedans, elle va indiquer, elle va nuancer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'elle a essayé de supposer, c'est quoi ses sources. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment transparent, là. Fait que les détracteurs de ce livre-là, qui semblaient dire que c'était pas assez poussé, bien, c'est sûr que c'est pas ça l'intention non plus de l'autrice. Et elle est très honnête par rapport à où elle est allée chercher ses sources. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la réflexion. Comment elle va faire une réflexion sur l'humain là-dedans.
par rapport à certaines bases factuelles, comment l'humain a pu évoluer là-dedans, qu'est-ce qui pourrait peut-être expliquer certaines affaires, mais on reste toujours dans les peut-être. Donc, c'est super intéressant, je trouve ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est pas un coup de cœur, mais c'est quelque chose qui est vraiment marquant pour moi. C'est vrai que j'en connaissais quand même aussi beaucoup sur la vie du Vienne Meillard parce que j'ai vu le fameux documentaire. Donc, c'est pas que j'ai appris tant de nouvelles choses en termes de faits, mais j'ai trouvé la réflexion que ça forçait le lecteur à faire intéressante. Puis autant une réflexion sur l'humain que sur l'art, que sur le rôle de l'art dans l'évolution de l'humain. Alors voilà, très bonne lecture. Ça m'aura pris très longtemps. Je crois que j'étais rendue à mon 3e renouvellement, ce qui veut dire 9 semaines d'attente dans ma pile à lire de bibliothèque. Alors, je suis bien heureuse de pouvoir lui dire merci et à la prochaine. Voilà pour celui-ci. Ensuite, comme prévu, j'ai décidé de faire un petit blitz. Bon, en fait, c'est parce que ça me tentait, là, un petit blitz de romans graphiques, puisque je vous disais que j'en avais emprunté quelques-uns en prêt numérique. Et puis là, ben, en fait, j'ai vu qu'il me restait 2 jours pour les lire. Puis les prêts numériques, si vous n'êtes pas au courant, c'est que c'est un prêt chronodégradable, ce qui veut dire que même si on fait des yeux doux au livre numérique, il est programmé pour qu'après 21 jours à la minute près, il devient inaccessible comme fichier. Donc, même s'il vous reste 2 pages, si à la minute près, ça fait 21 jours, votre fichier va devenir inaccessible et c'est bien dommage, mais vous allez devoir le remprunter. Donc, je vous dirais que j'ai décidé de faire un petit blitz pour les romans graphiques que j'avais là-dedans. Tout d'abord, je me suis plongée dans un opus récent de Caroline Merola. Si vous ne la connaissez pas, c'est une autrice qui a beaucoup travaillé pour la jeunesse. Puis c'est une autrice illustratrice. Et puis là, elle a fait, c'est un roman graphique, un roman graphique jeunesse, je dirais. Vous allez pouvoir voir les petites planches que je vous ai mis avant. C'est celui qui est en monochrome, ça s'appelle Mina et sa bête. C'est publié chez La Courte Échelle. C'est monochrome, dans le sens que c'est noir et blanc, en fait, donc c'est assez audacieux quand même pour un roman graphique, parce que des fois, on peut se dire « Ah, les jeunes, ils vont pas être accrochés, c'est pas coloré », alors que c'est super fascinant. Donc, dans cet opus-là, on va suivre Mina, qui est une petite fille, et son frère Jérôme, et un matin, Mina va réaliser que devant chez elle, il y a une très, très grosse trace d'animal. Elle pense que c'est un ours, mais c'est comme plus gros qu'une trace d'ours. Et puis, elle va le montrer à son frère, puis son frère, Jérôme, ainsi que son ami, vont finir par partir à la quête de cette bête-là. Ils vont aller de découverte en découverte. Et je vous en dirai pas plus, parce que c'est intéressant de découvrir qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a comme un lien particulier qui va se développer entre Mina et ce qu'elle appelle sa bête. Parce que, bon, divulgateur, mais bien sûr, dès le départ, on se doute que ce n'est pas un ours. Hein? Bon. Alors, c'est super intéressant. Je pense que ça se passe à la frontière du réel et de l'imaginaire. On n'est pas trop sûr si c'est vrai ou pas, même pendant tout le long de l'histoire. C'est aussi une histoire de foi en ce qu'on croit, donc dans le sens, pas la foi religion, mais vraiment comme Mina est déterminée, elle sait qu'elle a vu ce qu'elle a vu, et puis elle se prend d'affection pour cette créature-là, et de voir ce qu'elle va prendre comme action ensuite pour faire en sorte que cette créature-là ne disparaisse pas de sa vie. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'il y a quand même plusieurs étapes. Ça va aussi aborder, je vous dirais, indirectement un peu d'enjeux écologiques. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai trouvé ça excellent. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé ça. Donc, je crois que ça pourrait s'adresser, je dirais, sans doute dès le 2e cycle du primaire. Puis je pense que ce serait intéressant comme travail à faire en classe aussi ou à la maison. C'est vraiment travailler sur l'imaginaire. Je trouve ça intéressant. L'imaginaire, mais en même temps, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on pourrait, même si c'est peut-être de l'imaginaire ou pas, comment ça peut nous amener à passer à l'action, puis à être consciente de notre environnement concret. Alors voilà pour Mina et sa bête chez La Courte Échelle. C'est de Caroline Merola et c'est sorti dans la rentrée littéraire de l'automne. Ensuite, vous me voyez beaucoup baisser les yeux parce que c'est des livres numériques et je les lis, comme vous avez pu le voir, sur la grosse tablette que nous avons à la maison. Mais pour le moment, la tablette est occupée par mon conjoint qui fait du montage vidéo. Alors voilà, je regarde donc quelques petits repères sur mon ordi. C'est pour ça que vous voyez mon regard baisser. Ensuite, j'ai lu L'Essentiel. Pardon. Excusez-moi. Je reprends.
Donc, j'ai lu Les sorcières de Brooklyn de Sophie Escabas. C'est publié dans la collection Bande d'ado, mais je crois que finalement c'est chez Bayard. Je crois que c'est les éditions Bayard qui ont la collection Bande d'ado. Je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est ça. Et c'est une traduction de l'anglais américain. Donc, c'est rare que je lise des traductions, mais là, en fait, je n'étais pas au courant que c'est une traduction. Puis je vous dirais que oui, incroyablement, pour cette fois-ci, je n'ai pas été du tout dérangée par la traduction. Donc, la traductrice, chapeau, je vais le dire, il faut le dire dans ce temps-là, Sidonie Van den Dries, je crois. Très bon travail parce que vraiment, c'était suffisamment neutre pour que tout le monde s'y retrouve, puis qu'on puisse vraiment apprécier la plume de l'autrice. Alors, Les sorcières de Brooklyn de Sophie Escabas, c'est l'histoire d'Effie, qui est une jeune fille qui, en plein milieu de la nuit, va finalement, après avoir perdu sa mère, devoir aller habiter chez sa tante, qui s'appelle Célimène, et à Brooklyn. Donc, elle va débarquer chez sa tante en plein milieu de la nuit parce que, bon, l'agent de police, puis ce qui s'est passé, on ne sait pas trop ce qui s'est passé par rapport à la mère d'Effie, mais elle ne peut pas rester seule, là, donc il arrive là en plein milieu de la nuit. Et disons qu'elle reçoit pour le moins un accueil plutôt froid de la part de Célimène, qui habite, elle, avec une amie qui s'appelle Carlotta. Et Célimène est quand même avancée en âge, dans le sens où, bon, elle n'est pas vieille, mais on sent quand même qu'elle a de l'expérience de vie, disons, ainsi que Carlotta. Et puis Célimène, pour elle, c'est catégorique. Non, il n'y a pas de question. Oui, c'était ma demi-sœur, la mère des filles, mais il faut qu'on travaille à la maison. Je ne serais pas capable d'élever un enfant, blablabla. Bla, bla. Bon, pendant qu'elle décide de partir dans le fond, être un peu en furie contre l'agent qui amène Effie à la maison, Carlotta s'occupe d'Effie, puis elle l'installe donc à la maison. Ça, c'est la prémisse. Puis ensuite, bien entendu, ils vont essayer de l'amener à l'école et tout ça. Et Effie va comme sentir qu'il semble avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait typique dans la maison de Brooklyn, dans le sens où sa tante et son amie Carlotta lui disent qu'elles sont en fait des acupunctrices et des herboristes qui aident les gens, dans le fond, qui en ont besoin. Puis donc, ils reçoivent à la maison des gens en consultation et tout ça. Mais bien vite, elle va découvrir que peut-être que finalement, elles sont des sorcières. Donc là, je vous divulgage rien parce que c'est dans le titre, donc ça va. Je ne vous dirai pas de quelle façon elle va le découvrir. Et on va comme sentir aussi, bien sûr, dès le départ, on sent ça un petit peu arriver. Bien sûr, Célimène, c'est la tante d'Effie, donc la demi-sœur de la mère d'Effie. Puis là, ben, on se dit que si Célimène est une sorcière, est-ce que c'est génétique? Alors voilà, je vais vous laisser là-dessus. Écoutez, cette BD-là, ce roman graphique-là, je l'ai adoré. Donc, vous allez voir, ben, dans les planches précédentes, vous allez voir, c'est un dessin qui est quand même qui fait très américain, là, donc c'est très coloré, gros traits, contour, gros traits. Ça me fait un peu penser à vraiment tout ce qui est publié souvent chez Scholastic en format un petit peu plus petit de roman graphique. Là. Bon, il y avait Renate Elgelmeyer, j'avais justement, je vous ai montré La fille sorcière, il y a quelques... pas La fille sorcière, La fille venue de la mer et Le garçon sorcière, il y a quelques vlogs. Donc, c'est vraiment assez typique. Donc, on n'est pas dans la subtilité pour le visuel, mais ça fait le travail. Donc, c'est vraiment chouette. Et c'est coloré, c'est dynamique. Le découpage est vraiment excellent. Les dialogues sont savoureux. J'aime bien comment les personnages sont développés, comment le rythme de l'histoire est développé. On est vraiment emporté par tout ça. Puis c'est quand même un gros roman graphique dans le sens où ça fait 232 pages, d'après ce que je peux voir selon les détails donc, qui sont donnés ici sur la maison d'édition. Et puis ça passe là, comme rien, c'est vraiment intéressant. J'ai écouté, puis là, de ce que je peux voir, j'ai fait une petite recherche rapide, puisque là, je voyais juste ce tome-ci, mais je crois qu'il y a d'autres tomes, j'imagine, puisque ça finit quand même sur... Il y a une conclusion à la fin, mais on sent qu'ils n'ont pas fermé la porte complètement à ce qu'il y ait des suites. Et je crois avoir vu d'autres tomes en anglais. Alors, si ça n'est pas traduit en français, c'est vraiment une série que j'ai envie de découvrir puis que je vais clairement me taper en version originale au besoin. Alors voilà, super, un coup de cœur donc pour Les sorcières de Brooklyn de Sophie Escabas. Je vais voir ce que je vais faire pour la suite de la fin de semaine. Je vais sans doute me faire un petit ménage encore dans mes livres de biblio. Je n'ai presque plus, mais comme vous voyez, j'ai quand même encore beaucoup de romans graphiques là, sous Monsieur le kangourou, dont vous voyez seulement la petite bédaine. Puis j'ai quelques romans là. Je crois que je vais rapporter le tome 4 voyons, les mystères, les détectives du Yorkshire.
ça me tente de le lire, mais on dirait que j'ai vraiment le goût de l'entendre en audio. Puis là, pour le moment, j'arrive pas à le trouver en livre audio. Puis je sais pas trop si je suis prête à embarquer dans un gros roman comme ça en papier. Bref, on verra. Mais sinon, je vais quand même, bien sûr, il me reste peut-être 2 heures ou 2 heures et demie, je pense, de livre audio pour Le temps glaciaire de Fred Vargas. Donc, c'est sûr que celui-là, je vais le terminer d'ici demain. Puis, je vais être triste puisque ça va être la dernière enquête de Adamsberg qui me restait à lire de Fred Vargas. Fait qu'on verra pour la suite. Je vais vous tenir au courant de toute façon là, si jamais j'ai d'autres lectures. Mais voilà où j'en suis. Mais quand même bien contente d'avoir fait mon petit blitz roman graphique. Surtout que je suis allée avec mes élans du moment. Donc, c'est absolument la clé quand on veut que ça se passe bien. Puis là, je suis bien tombée. C'était 2 belles lectures. Alors, je vous dis à tout de suite. Eh bien, bonjour. Alors, je vous fais un petit coucou unboxing, puisque je suis allée retourner les livres à la bibliothèque et j'avais 3 réservations d'arrivée et je me suis laissée tenter par un autre, donc je vais quand même peut-être vous les présenter rapidement. Alors, tout d'abord, je suis allée chercher Fils de sorcière. C'est une adaptation en BD du roman de Pierre Bottero et c'est adapté par L'Hermenier et Stedo. C'est chez Jungle. Donc, j'en ai entendu parler chez, je crois, Rêve ta vie en lecteur. Puis, dans le fond, je suis un peu encore dans les sorcières, finalement. Je vais la 4e. Donc, la famille de Jean est un peu particulière. Sa mère, sa petite sœur, sa grand-mère et ses 6 tantes sont des sorcières. Mais Jean n'a aucun pouvoir car la magie se transmet de mère en fille. Un jour, un affreux buveur de magie s'en prend à sa famille et les transforme les unes après les autres en poupées de chiffon. Désormais, Jean est le seul à pouvoir les sauver. Aidé de sa petite sœur Lisa qui a pu échapper au monstre, il va retrouver son père qu'il n'a jamais connu et tout tenter pour sauver les siens. Donc, la prémisse m'avait vraiment inspirée. Et puis, pour l'intérieur, je ne suis pas sûre que c'était vraiment mon type de dessin. Je ne suis pas sûre que vous allez bien voir. Au pire, je vous en montrer d'autres planches. C'est quand même assez réaliste, je dirais. Même à la limite un peu sombre et chargé. Mais bon, je vais l'essayer, on va voir. Donc, Fils de sorcière, d'après le roman de Pierre Bottero. Ensuite, j'ai été la première à pouvoir l'avoir à la Bibli. Le fameux 5e tome de la série de Fanny Cloutier, en fait, de Stéphanie Lapointe. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas encore, mais qu'attendez-vous? Donc, c'est une série qui met en scène Fanny Cloutier, qui est une adolescente qui a une vie un peu singulière, là, qui vit avec son père, en fait, qui vit rarement avec son père, parce que son père est un scientifique qui est souvent en cavale, et qui va aller habiter chez sa tante au début des livres chez sa tante dans un village dont je me souviens plus, mais qui semble être comme un peu Saint-Clinclin des Meumeux, donc vraiment au cru d'un milieu rural, puis elle n'est pas vraiment habituée à ça. Puis bon, alors, en fond, ça va être des histoires d'amitié, d'amour, puis elle va beaucoup voyager, donc dans chacun des tomes récents, elle a eu à voyager à travers le monde pour différentes raisons. Puis dans celui-ci, je crois qu'elle revient, dans le fond, dans le village où elle était allée vivre avec sa tante temporairement. Ce qui est singulier avec Fanny Cloutier, c'est l'écriture de Stéphanie Lapointe qui est, à mon avis, vraiment à point pour... elle essaie pas de faire genre ado. Je trouve que, en tout cas, peut-être je suis une adulte, mais j'ai quand même des ados autour de moi qui l'ont lu et qui n'ont pas été dégoûtés par le ton. C'est donc pas trop gnangnan. Puis, évidemment, l'univers assez merveilleux, visuel assez merveilleux, qui était fait avant par Marianne Ferrer. Là, je ne sais pas si c'est encore le cas. On dirait que j'ai pas le crédit pour les illustrations. Je vais voir si je le trouve. Je le vois pas. Je vous le redirai de toute façon. Donc, comment ça fonctionne, c'est que c'est vraiment... c'est un roman ado, mais je veux dire, ça s'est présenté comme ça, c'est sous forme de journal. Donc ça, on a déjà vu ça, mais c'est superbe. Des fois, il y a des doubles pages. Il y a habituellement, là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais souvent, il va y avoir même des artefacts, là, comme là, voyez-vous, une page pleine comme ça. Un peu vraiment comme si... elle écrivait dans son journal. Dans celui-là, je crois qu'il n'y a pas d'artefact de plus, mais je sais que dans les autres
Les autres livres, il y avait parfois de la correspondance, donc des petites lettres à sortir et tout ça. Donc voilà, c'est publié chez Les Malins. Puis à date, j'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup. J'ai adoré le premier tome. Après ça, les tomes 2, 3, 4. On suit également aussi une quête un peu d'identité de la jeune fille parce qu'elle n'a jamais connu sa mère. Elle a comme appris que sa mère était décédée. Puis au cours des tomes, on comprend un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé. Puis, dans le fond, son père est la seule personne qui lui reste, mais elle a comme un peu de la misère à communiquer avec lui. Donc, voilà. Alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'attendais avec plaisir. Et la magie des bibliothèques, c'est que j'en ai fait la demande, puis je l'ai obtenue, puis j'étais la première en réservation. Donc, je suis bien contente. Je vais sans doute l'aborder rapidement. Et ensuite, bien, je me fais influencer finalement, après tout ce temps à l'avoir vu passer sur Bookstagram, BookTok, BookTube. Et j'hésitais un peu, mais en fait, c'est grâce à Sophie Lee, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui fait beaucoup de littérature pour ados, qui a un site qui fait beaucoup de littérature pour ados, qui lit énormément de littérature pour ados et qui en fait la chronique et l'analyse. Et elle est très dynamique, c'est quelqu'un qui donne envie de lire en fait aux ados. Et si vous ne la connaissez pas, son site est sophielie.ca. Donc, Sophie Lee a lu récemment La maison sur la mer cyruléenne de T.J. Klune. Puis j'ai décidé de l'emprunter finalement en version originale. J'en ai entendu parler sur mon par Rêve ta vie en lecteur. Je l'avais entendu parler par beaucoup de gens qui l'avaient lu. Puis j'hésitais parce qu'il semblait avoir une petite controverse en lien avec ce que ça évoquait, comme s'il y avait une analogie avec au Canada, en tout cas, quelque chose qui était en lien avec les Premières Nations. Je vais m'informer là-dessus parce que je n'ai pas entendu parler d'autres. Et puis tout ça, donc c'est vraiment pas ça. On est vraiment dans l'imaginaire. Je ne sais pas où sont allés chercher ça, je vais voir. Mais en gros, on va suivre Linus Baker, qui est un travailleur vraiment by the book, puis à qui on va demander, qui est dans le département qui est en charge de la magie, jeunesse, de la magie chez les jeunes. Et puis, on va lui demander d'aller faire une inspection, je crois, dans une maison qui est sur le bord de la mer Céruléenne, donc The House in the Cerulean Sea. Quel accent! Et il va découvrir en fait que des jeunes qui vivent là sont assez étranges et il va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe là. Donc, je ne vais pas tout vous lire la quatrième, mais en entrée en fait de quatrième, c'est indiqué A Magical Island, A Dangerous Task, A Burning Secret. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment repoussé, mais ça m'intéressait, j'avais vraiment le goût de lire, mais j'étais comme contente un peu de la controverse. Puis là, on dirait que je me suis comme laissée un peu influencée par ça. Alors qu'en temps normal, j'ai toujours fait la division entre l'œuvre et la personne. Donc, je vais regarder, là, puis ça se peut que j'évoque une controverse qui, en fait, n'est pas fondée, donc pour ne pas vous envoyer dans une direction par rapport. Je vais regarder ce qu'il y en a, puis je vous en parlerai. Peu importe, l'important, c'est que j'ai emprunté The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Et j'ai bien hâte de découvrir celui-ci. Un peu en dehors de ma zone de confort actuellement, parce qu'on est quand même plus dans le fantastique. Mais pourquoi pas. Et enfin, je suis tombée sur ça. À mon boulot, j'ai vu passer ça. Et ça m'a fait sourire. Aucune idée si ça va me plaire. C'est un récent opus, le début d'une nouvelle série qui est faite par l'auteur David Safier, lui qui a fait entre autres Maudit Karma, qui est vraiment dans l'humour habituellement. Et il a décidé de faire un genre d'Agatha Christie ou une série de Miss Marple. Mais ici, on est dans les enquêtes de Miss Merkel. Donc, et oui, il s'agit bien d'Angela Merkel, donc l'ancienne chancelière allemande. Donc, celui-ci, c'est Meurtre d'un baron allemand. Et bon, je pourrais lire en version originale. Là c'est juste parce que j'y avais accès en version traduite. Et je savais pas... Ah ben non, en fait, la version originale, c'est en allemand. Qu'est-ce que je dis? Donc non, je pourrais pas lire en version originale. Je suis pas si douée. J'ai un peu peur que ce soit un peu trop... Parce que j'aime beaucoup la politique, puis bon, je peux voir, mais j'ai l'impression que c'est intéressant quand même qu'il a mis. En fait, c'est l'histoire d'Angela Merkel, donc le personnage
politique qui est à sa retraite et qui décide de retourner dans son petit village rural et qui va finir par devenir un peu détective amateur par la force des choses quand il va y avoir le cadavre de son voisin, le baron von Bougenwitz, qui va être trouvé. Et elle va comme se lancer là-dessus. C'est vraiment... bon, il y a un extrait sur la 4e ici là, du livre qui dit « Elle allait montrer au commissaire de quoi elle était capable et au monde entier qu'elle servait encore à quelque chose, même à la retraite. » Donc, David Safier, il a toujours été... il est très... il se prend pas au sérieux. Fait que je crois que c'est vraiment dans la veine des Cozy Mysteries, c'est lancé là-dedans, mais en mettant un personnage politique au centre de tout ça. Donc, c'est ce genre d'essai-là par rapport à intégrer un personnage connu pour faire des Cozy Mysteries. Ça a été pris plusieurs fois, ça a été beaucoup pris pour des autrices victoriennes. Tu sais, comme là, il y a les enquêtes des Sœurs Brontë, il y a eu les mystères de Jane Austen Mysteries. C'est quelque chose qui est quand même fait souvent. Et puis, quand c'est bien fait, c'est excellent. Mais ça peut malheureusement des fois être très mal fait. Donc, j'ai des petites appréhensions, mais ça m'intriguait quand même. Bon, on s'entend que ça ne va pas révolutionner le monde. C'est pas un livre sans doute avec lequel je vais me casser la tête, mais je me suis dit que peut-être que ça pourrait être intéressant. Alors voilà, je cesse de vous jaser, mais voici les 4 livres que je suis allée chercher à la Bibli. Et puis, ben, j'ai aucune idée de ce que je vais faire là, pour demain. Est-ce que je vais me laisser tenter par le Fanny Cloutier 5 ou je sais pas, je vais peut-être me laisser happer par A House on the Cerulean Sea en hommage à Sophie Lee. On verra, mais de toute façon, je vous en reparle comme prévu, comme vous êtes maintenant habitués. Alors, je vais vous dire à la prochaine! Eh bien, bon dimanche, nous voici en extérieur et en manche courte, encore une fois. Petit bonheur inquiétant de début novembre, à près de 20 degrés, c'est un petit peu spécial. Mais bon, alors je vais faire un petit retour parce que j'ai terminé hier ma lecture audio, donc le fameux Temps glaciaire de Fred Vargas qui se trouve à représenter la dernière enquête d'Adamsberg que j'ai eu à lire. Donc, c'est pas la dernière enquête dans l'ordre. En fait, c'est l'avant-dernière enquête d'Adamsberg, du commissaire Adamsberg. Mais moi, je les ai lus comme dans le désordre, ce qui n'est pas du tout mon tempérament habituellement. Mais je savais pas qu'il y avait autant de liens entre l'avant-dernier et le dernier. L'avoir su, je crois que j'aurais respecté l'ordre. Donc, celui que j'ai terminé, c'est bien Temps glaciaire. Et le dernier, c'est Cancer la recluse que j'ai lu cet été. Et dans Cancer la recluse, je vous dirais qu'il y a vraiment beaucoup d'allusions à Temps glaciaire au début. Donc, si jamais vous n'avez pas lu, comme moi, dans le fond, les livres, si vous n'avez pas encore lu ces livres-là, je vous invite à les lire dans l'ordre, au moins pour les 2 derniers. Ça me permet de mieux comprendre un petit peu le contexte au départ du livre Cancer la recluse. Parenthèse fermée. Donc, écoutez, que dire? C'est toujours aussi Vargas, quoi. Donc, ça décrit toujours aussi finement les méandres de l'âme humaine. On est toujours dans l'errance éclairée du commissaire Adamsberg, qui a définitivement des méthodes pas très typiques d'enquête. Et cette fois-ci, on va assister quand même à une espèce d'implosion de la brigade. Donc, en quelque part, là, une espèce de faille dans la confiance en raison de 2 enquêtes en parallèle qui piétinent et tout ça. Donc, comme je vous disais, en fait, je suis pas sûre que je peux vraiment vous en dire beaucoup parce qu'en fait, tout est vraiment intimement lié. Puis c'est seulement vers la fin qu'on va réaliser à quel point tout est intimement lié. Ce que je trouve intéressant dans celui-ci, c'est vraiment qu'on est confronté à... C'est pas du tout de l'enquête magique dans le sens où, soudainement, on a plein de... Donc, oui, il y a des révélations, puis finalement, ça mène pas nécessairement aux endroits où on croyait que ça allait mener. Et on est vraiment devant le côté humain des policiers qui, des fois, eux autres aussi, se ramassent dans des cul-de-sac et ils savent pas trop comment
continuer à avancer, à être motivé, à demeurer vigilant, à avoir des idées pour des nouvelles pistes à explorer et tout ça. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Mais sinon, je ne sais pas quoi vous en dire d'autre à part que je suis vraiment, 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 vraiment reconnaissante à Fred Vargas d'avoir fait ces séries-là parce que c'est un type de littérature policière qui vient vraiment beaucoup qui résonne beaucoup en moi. C'est vraiment... c'est de la littérature policière, pas juste du polar. Il y a vraiment beaucoup même de dimension, une certaine dimension poétique, même si ça a l'air un petit peu contre-intuitif à cohabiter avec le policier. Et puis, ben, je suis heureuse d'avoir découvert celui-ci qui, pour moi, est un des très, très bons de Fred Vargas, ce Temps glaciaire. Mais en même temps, je suis vraiment triste de la quitter. Donc, voilà, c'était mon au revoir à Fred Vargas. Il n'est pas dit que je vais pas peut-être me replonger dans son espèce de série parallèle avec les évangélistes, qu'il appelle les évangélistes, en fait, qui sont une bande de 4 personnages qui habitent dans la même maison à un étage chacun différent. Ce sont des historiens. Et ça fait un bout que je ne les ai pas lus, donc à mon avis, je me souviendrai peut-être pas nécessairement de toute l'histoire. Donc ça se pourrait que si jamais je suis en manque de Fred Vargas, que je décide finalement de faire une relecture. Mais pour le moment, je vais clore cette aventure-là tout en douceur et laisser tout ça bien se poser. Et voilà. Donc, au revoir à Fred Vargas. Et j'ai ensuite finalement décidé de me lancer dans mon dernier roman graphique que j'avais emprunté en numérique et pour lequel il me restait un seul jour encore pour mon emprunt. Comme je vous expliquais, vu que ce sont des emprunts chronodégradables, même quand c'est écrit un jour, des fois, c'est en nombre d'heures. Donc, je me suis dit, est-ce que je le fais ou pas? C'était quand même un roman graphique assez conséquent, donc encore environ 250 pages, je crois. Et peut-être que je me trompe de titre. En fait, je pense que c'est Le Labyrinthe perdu. Je pense que oui. Enfin, je vais vous mettre de toute façon la vignette. C'est de Jeff Lemire. Donc, c'est un BDiste, si je ne m'abuse, canadien, parce qu'il fait beaucoup référence à Toronto. Et j'ai lu plusieurs de ses œuvres et je les ai lues habituellement. J'en ai lu en français, j'en ai lu également en version originale. Cette fois-ci, celle-là, je l'ai lue en français parce qu'elle était disponible dans cette langue-là. Et la traduction était quand même pas mal. D'ailleurs, c'est une traductrice que je vous ai mentionnée il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est Sophie Van der Dries, Sophie Van der Dries, je crois. Et le travail est vraiment excellent. Par contre, il y a quand même, cette fois-ci, quelques mecs qui se sont insérés là-dedans. Puis comme Jeff Lemire, tout se passe habituellement en univers urbain, souvent nord-américain, très typiquement nord-américain. C'est sûr que le petit saupoudrage d'argot français, franchouillard, ça m'a un peu agacé l'oreille, mais pas suffisamment pour décrocher. Cette BD-là, ce roman graphique-là, je l'ai également adoré. C'était remuant au possible. On va y suivre un homme dont on comprend que sa fille a disparu il y a une dizaine d'années. Et il semble un peu fonctionner, il continue à vivre un peu sous la forme automatique, c'est-à-dire il se laisse happer par la routine, il n'ose pas trop sortir de tout ça, pas trop réfléchir à quoi que ce soit d'autre. Et à un moment donné, il reçoit un appel venant un destinataire inconnu pendant la nuit, puis ça lui dit en fait que c'est la voix de sa fille disparue et qui lui dit « Viens me chercher, je suis au centre ». Et bon, là, on apprend peu à peu on comprend en fait peu à peu que sa fille, en fait, semble visiblement avoir été très malade et on perçoit que sa disparition était sans doute un décès, mais c'est jamais dit, donc on n'est pas trop sûr. Et ça, on va suivre dans le fond, je m'excuse, vous avez en direct un oiseau qui veut faire partie de la vidéo. Donc, pardon, on suit en direct donc la quête du père qui va tenter d'aller retrouver sa fille et pour ce faire, il va le faire à travers des labyrinthes parce que sa fille était une amatrice de labyrinthes, donc ceux à suivre, puis elle était vraiment rendue une experte et tout ça. Donc, il va suivre ça. C'est définitivement à la frontière du réel et de l'imaginaire. C'est souvent comme ça avec Jeff Lemire, c'est souvent ancré dans le réel, mais avec des dimensions, un peu un réalisme magique. Et puis, mais donc, celui-là, c'est particulièrement ancré, c'est vraiment à la limite, à la frontière. Et à la limite, on n'a pas vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Donc, ça va aborder, bien entendu, le deuil et puis comment chaque personne vit, ou en tout cas tente de continuer à vivre avec ce choc-là. Et puis, l'univers visuel est
magistral. Donc, vraiment, tout en demi-teinte. Jeff Lemire est souvent dans les teintes un peu de terre, donc terreuse. Cette fois-là encore, c'est effacé. Par contre, ce qui ressort, c'est beaucoup tout ce qui est labyrinthe, fil d'Ariane. Il y a comme un gros fil d'Ariane rouge qu'on va suivre à travers l'histoire parce que sa fille portait un de ses vieux gilets, un pull, ça a été mentionné dans la version française traduite. Donc, un vieux gilet en laine rouge qui lui appartenait. Puis, donc, tout ça va se mêler. Puis, on va voir également le fil d'Ariane qui va se promener à travers l'histoire. Puis, moi, je l'ai lu en numérique. Donc, cette fois-là, j'admets que ça a peut-être eu un petit impact parce que c'est quelque chose, je crois, qui vaut la peine d'être lu en version papier puisqu'il semble avoir, j'ai fini par le comprendre, des continuités entre des doubles pages. Donc, il y a des fois où les cases sont disposées un peu en forme de labyrinthe, étant donné que c'est un peu central dans l'histoire. Et je crois que le fait de le lire en papier puis de pouvoir avoir la continuité visuelle sur 2 pages, ça doit aider. Mais moi, de toute façon, je me suis réorientée rapidement quand j'ai vu que c'était comme ça. Puis on s'imprègne quand même vraiment bien de l'univers. Donc, c'est souvent des univers quand même qui sont dans la grisaille, les univers de Jeff Lemire. Et cette fois-ci, c'est encore le cas. Donc, des personnages qui ont des choses dans le passé qui les rattrapent au présent. Beaucoup de grisaille, beaucoup de tristesse. Par contre, dans celui-là, étrangement, puis c'est pas si courant pour Jeff Lemire, il y a quand même une pointe d'espoir. Donc, je vous en dis pas plus, mais sérieusement, ça vaut le coup. Ah, c'est le labyrinthe inachevé, pas le labyrinthe perdu. Voilà. Donc, le labyrinthe inachevé de Jeff Lemire, c'est chez Futuropolis. Si jamais vous avez la chance de le découvrir, je ne sais pas s'il est sorti en papier au Québec, je sais qu'il est sorti en numérique, mais des fois, avec les sorties en numérique, ça arrive que ça sort en amont au Québec parce que c'est déjà sorti en Europe. Mais la version papier, souvent, elle prend beaucoup de temps avant de se rendre. Donc, bref, notez-vous-le dans votre liste de souhaits. Je vous dis, ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Donc, ça, c'était mes 2 lectures que j'ai complétées. Comme on est dimanche, je ne sais pas trop, je vais aller prendre une petite marche là, dans notre novembre estival. Et puis, je ne sais pas si je vais lire autre chose. J'ai évidemment terminé ma lecture audio, donc je suis encore dans mon dilemme de choix de lecture audio. J'hésite un peu. J'aurais envie de soit... Genre, je ne le terminerai pas de toute façon dans ce blog-ci, donc je risque de vous en reparler dans le blog suivant, mais j'aurais envie de soit aborder en version audio Paris-Briançon de Philippe Besson. Ça fait longtemps. Je n'ai jamais lu de Philippe Besson. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Et celui-là, bon, je pense qu'il n'est pas tout à fait typique de Philippe Besson, mais il m'interpellait parce que c'est un peu vendu comme étant un crime de l'Orient Express, un peu. Donc, pas dans le sens à la Agatha Christie, mais c'est quand même un huis clos dans un train de nuit. Donc, ça m'intéressait peut-être. Puis c'était un cours livre audio, c'est chez Lizzie. Donc, j'aurais peut-être le goût de commencer celui-là pour pouvoir le terminer assez rapidement. À mon avis, je pourrais l'avoir terminé peut-être demain soir. Ou alors, je me lance dans la lecture de The House on the Cerulean Sea, la maison au bord de la mer céruléenne, que j'ai empruntée en papier, mais qui existe également en audio. Donc, est-ce que je pourrais pas me le partir également? Donc, je vais voir. Peut-être que je vais commencer par Paris-Briançon. Si ça me plaît suffisamment, je vais le continuer et le terminer. Puis, peut-être que mon 2e livre audio de la semaine prochaine pourrait être The House on the Cerulean. Et là, j'ai la misère avec ça. Cerulean Sea. Donc, on verra, mais peut-être que je vais me laisser finalement, je vais me lancer dans autre chose, on verra bien. Mais voilà, chose certaine, vous revenez de toute façon pour clore ce vlog, comme à mon habitude. Alors, bien, à plus tard! Eh bien, bonsoir. Car oui, on dit maintenant bonsoir à 17h puisque l'heure est redevenue à l'heure normale. Alors, je reviens de ma marche et je crois que je vais devoir revoir mes horaires de marche, en tout cas m'habiller de façon plus voyante, puisque bien sûr, on est rendu à une époque de l'année où il faut être prudent puisque la noirceur tombe rapidement. Alors, je vais en profiter pour clôturer le vlog ici. En fait, je vous dirais qu'avant de quitter, je pourrais vous dire que j'ai en effet fait le choix de ma lecture audio et ça fait partie des 2 que je vous avais présentées un peu plus tôt, mais je ne vous dis pas laquelle j'ai choisie. Je vous en parlerai dans le prochain vlog. Jusqu'à maintenant, ça me plaît bien, donc je crois que je vais la poursuivre. Et puis, ben voilà,
il va falloir que vous écoutiez le prochain blog pour en savoir un peu plus. Alors, écoutez, j'espère que cette semaine de lecture en ma compagnie vous a bien plu. Si c'est le cas, comme toujours, un petit pouce vers le haut est toujours apprécié. Et puis, bien sûr, ne vous gênez surtout pas pour échanger en commentaire, parler de votre ressenti par rapport aux livres que j'ai présentés, si vous les avez déjà lus, si vous en avez entendu parler, si vous avez même des lectures complémentaires à me proposer. Alors, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous à ce sujet-là. Alors, d'ici à ce qu'on revoit, je vous souhaite, comme toujours, de joyeuses lectures. Et puis, je vous dis à la prochaine!